Dans l'immensité de l'Amazonie, où les arbres murmurent et les rivières cachent des secrets, le temps semble suspendu, gardant jalousement ses vérités. En juillet 2010, une famille française, les Dubois Antoine, Claire et leur petit Léo, âgé de 10 ans, s'est aventuré dans cette forêt légendaire, porté par un rêve d'évasion. Ils étaient ordinaires, venant de Lyon, avec leurs espoirs simples et leur prudence méticuleuse. Antoine tenait fermement la barre de leur bateau, Claire ajustait le chapeau de Léo avec tendresse, et Léo, les yeux pétillants de curiosité, observait la rive du Pour scintillant sous le soleil. Mais quelque part, dans l'ombre des feuillages, la forêt les a engloutis. Aucune trace, aucun cri, seulement un silence oppressant. Pourquoi ont-ils disparu? Qui, ou quoi, les a trahis? L'Amazonie ne cache pas seulement des vies, elle protège des mensonges. Plus d'une décennie plus tard, leur histoire continue de nous hanter, un écho de vérité et de justice perdu dans la brume. Si vous découvrez notre chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer les récits qui dévoilent l'âme humaine face à l'inconnu. Plongez avec nous dans ce mystère. Dans la lumière douce d'un matin d'été, à la périphérie de Lyon, une maison modeste se dresse au bout d'une rue bordée de platanes. Les volets bleus s'ouvrent sur un petit jardin où des rosiers s'épanouissent, soigneusement entretenus. C'est ici, dans cette simplicité paisible, que vit la famille Dubois Antoine, Claire et leur fils Léo, âgé de 10 ans. Leur monde est fait de routines rassurantes, de gestes quotidiens qui tissent une existence ordinaire, mais empreinte d'une chaleur discrète. Pourtant, sous cette apparente tranquillité, des ombres se dessinent, des fissures subtiles qui murmurent un futur incertain. Antoine Dubois, un homme de 38 ans, est un ingénieur aux mains calleuses, habitué à construire des ponts et des murs solides. Ce matin-là, on le trouve sur le toit de la maison, un marteau à la main, réparant une tuile fissurée avec une précision méthodique. Chaque coup résonne comme une affirmation de sa volonté de protéger sa famille, de bâtir un refuge contre les tempêtes de la vie. Mais dans ses yeux, une lueur d'inquiétude trahit une peur qu'il ne nomme jamais, celle de ne pas être à la hauteur, de ne pas être le roc qu'il s'efforce d'incarner. Antoine n'est pas un aventurier, il est un homme qui croit que la prudence et le travail acharné suffisent à tenir le chaos à distance. Pourtant, lorsqu'il parle de l'Amazonie, un éclat inhabituel traverse son regard, un désir de s'échapper, de prouver quelque chose, peut-être à lui-même. À l'intérieur, Claire Dubois, 35 ans, est penchée sur une pile de livres dans le salon, ses lunettes glissant légèrement sur son nez. Professeure d'histoire, elle a une passion pour les récits des terres lointaines, pour les civilisations englouties par le temps. Ce matin, elle enseigne à Léo l'histoire des peuples indigènes de l'Amazonie, sa voix douce mais ferme décrivant les fleuves sinueux et les forêts infinies. Claire est une femme qui planifie tout, qui range les provisions avec soin et vérifie 3 fois les serrures avant de dormir. Mais cette rigueur cache une anxiété profonde, une peur viscérale que quelque chose ou quelqu'un puisse arracher ce qu'elle aime. Lorsqu'elle parle de l'Amazonie à Léo, elle y met tout son cœur, espérant nourrir l'imagination de son fils, mais une partie d'elle tremble à l'idée de quitter la sécurité de leur foyer. Léo, assis à la table de la cuisine, griffonne dans son carnet, un crayon serré entre ses doigts menus. À 10 ans, il est un garçon timide, avec des yeux qui semblent voir au-delà des murs. Il dessine un jaguar, ses lignes maladroites mais pleines de vie, comme s'il cherchait à capturer l'âme de l'animal. Léo aime les bêtes, les oiseaux, tout ce qui vit librement, mais il est aussi sensible, presque trop pour son âge. Lorsqu'un orage éclate, il se blottit contre Claire, et parfois, la nuit, il murmure qu'il entend des bruits que personne d'autre ne perçoit. Ce matin, alors que Claire lui parle de l'Amazonie, il lève les yeux, un mélange de fascination et d'appréhension dans le regard. « Est-ce que la forêt parle, maman ?» demande-t-il. Claire sourit, mais son cœur se serre. Elle ne sait pas que cette question innocente est un écho de ce qui les attend. Dans cette maison, les Dubois sont unis par un amour profond, mais aussi par des tensions invisibles. Antoine dissimule ses doutes sous une façade de force, craignant que ses faiblesses ne fragilisent sa famille. Claire, avec son besoin de contrôle, lutte contre une peur qu'elle ne peut nommer, un pressentiment qui la hante. Léo, avec son imagination débordante,
semblent capter quelque chose que les adultes ignorent, une ombre, un murmure, une vérité cachée. Ils ne sont pas des explorateurs intrépides, mais une famille ordinaire, portée par un rêve d'aventure. Ils parlent de l'Amazonie comme d'un ailleurs magique, un lieu où ils pourront se retrouver, loin des contraintes de leur quotidien. Mais ce rêve, si innocent soit-il, est une porte ouverte vers un inconnu implacable. La forêt les appelle, et ils ne savent pas encore qu'elle ne rend pas toujours ce qu'elle prend. Cette vie simple, ces moments de tendresse et de doute, sont le prélude d'une tragédie. Ils ne sont pas des héros de légende, mais des gens comme nous, avec leurs espoirs et leurs fragilités. Et pourtant, leur histoire va devenir une énigme, un mystère qui défie le temps. Car l'Amazonie, avec ses secrets et ses silences, attend. Et ce qu'elle cache pourrait bien changer tout ce que nous croyons savoir sur la vérité et la justice. L'été 2010 s'ouvrait comme une promesse, un souffle d'espoir pour la famille Dubois. À bord d'un avion survolant l'Atlantique, ils laissaient derrière la quiétude de Lyon pour répondre à un appel plus grand, celui de l'Amazonie, une terre de légende où les fleuves dansent et les forêts murmurent des secrets anciens. Antoine, Claire et leur fils Léo, âgés de 10 ans, portaient en eux un rêve fragile, celui d'une aventure qui les rapprocherait, qui graverait dans leur mémoire un moment d'éternité. Mais dans l'éclat de cet espoir, une ombre se glissait déjà, un murmure de doute que nul ne voulait entendre. L'Amazonie, avec sa beauté envoûtante, n'était pas seulement une destination, elle était une énigme, un piège où la vérité et le mensonge s'entrelacent comme les lianes d'une jungle impénétrable. Dans la cabine exiguë de l'avion, Léo pressait son visage contre le hublot, ses yeux brillants captant les reflets des nuages. À 10 ans, il vibrait d'une curiosité insatiable, celle d'un enfant qui voit le monde comme une toile vierge, prête à être peinte de merveilles. Il parlait de jaguars et d'oiseaux aux plumes éclatantes, ses mots jaillissant comme des étincelles. Claire, assise à ses côtés, dépliait une carte de l'Amazonie, ses doigts suivant le tracé sinueux du Rio Purse. Enseignante d'histoire, elle avait passé des mois à préparer ce voyage, lisant des récits d'explorateurs, notant avec soin les précautions à prendre. Pourtant, derrière son sourire rassurant, une tension discrète crispait ses traits. Elle voulait offrir à Léo une expérience qui nourrirait son âme, mais une voix intérieure, presque inaudible, lui chuchotait de rester prudente, de ne pas se fier à l'éclat trompeur de ce monde sauvage. Antoine, de l'autre côté de l'allée, observait sa femme et son fils avec une tendresse mêlée d'une étrange gravité. Ingénieur habitué à construire des fondations solides, il voyait dans ce voyage une chance de prouver quelque chose à sa famille, à lui-même. Il avait tout planifié, l'itinéraire, les provisions, les équipements. La carte qu'il tenait dans ses mains était annotée de sa propre écriture, précise et méthodique, comme s'il pouvait domestiquer l'Amazonie par la seule force de sa volonté. Mais dans les plis de cette carte, dans les lignes irrégulières du Rio Purse, il y avait quelque chose d'insaisissable, une vérité qu'aucun plan ne pouvait contenir. Antoine repoussait ses pensées, se disant que sa prudence suffirait, que sa famille serait en sécurité sous sa protection. Pourtant, lorsqu'il croisait le regard de Léo, il voyait dans les yeux de son fils une lueur d'inquiétude, comme si l'enfant percevait ce qu'aucun adulte ne voulait admettre. L'Amazonie, vue d'en haut, semblait un océan vert, scintillant sous les rayons du soleil, une promesse de beauté et de mystère. Le Rio Purse, qui serpentait à travers la forêt, brillait comme un ruban d'argent, invitant les voyageurs à s'y perdre. Mais cette splendeur était un leurre, une façade cachant un monde où la nature ne pardonne pas l'innocence. À mesure que l'avion descendait vers Manaus, la forêt se révélait plus vaste, plus dense, presque oppressante. Claire, en repliant la carte, murmura à Antoine, « Sommes-nous vraiment prêts ?» Il répondit par un sourire confiant, mais ses mains serraient le bord de son siège un peu trop fort. Léo, lui, continuait de regarder par le hublot, captivé mais silencieux, comme s'il entendait déjà les murmures de la forêt. Ce voyage n'était pas une simple escapade, c'était une quête, un défi lancé à l'inconnu. Les Dubois n'étaient pas des aventuriers téméraires, mais une famille unie par l'amour et le désir de découvrir un monde plus grand. Ils croyaient que leur prudence, leur préparation, les protégerait. Mais l'Amazonie ne se soucie pas des cartes ni des plans. Elle est un miroir qui reflète les rêves, mais aussi les mensonges que l'on se raconte.
Et dans ces profondeurs, quelque chose attendait une vérité cachée, un piège tendu par la nature ou par ceux qui savent mais se taisent. Alors que l'avion atterrissait, le soleil se couchait sur le Rio Pource, et une ombre s'étendait sur le chemin des Dubois, un présage qu'ils ne pouvaient encore voir. Le soleil brûlait encore sur le Rio Pource, ses rayons dansant sur les eaux troubles, lorsque la famille Dubois posa le pied sur un ponton de bois usé, à quelques kilomètres de Manos. L'air était lourd, saturé d'une humidité qui collait à la peau, et les bruits de la forêt au chant d'oiseaux, bruissement des feuilles semblaient à la fois accueillants et oppressants. Antoine, Claire et leur fils Léo, âgés de 10 ans, étaient arrivés au seuil de leur aventure, un rêve qu'ils avaient caressé depuis Lyon. Mais ici, face à l'immensité de l'Amazonie, une ombre de doute s'insinuait dans leur cœur, une hésitation presque imperceptible, comme si la forêt elle-même leur murmurait de faire demi-tour. Ce n'était pas encore une menace, mais un avertissement, un frisson qui traversait l'âme. Marc Lefebvre les attendait près du ponton, un homme d'une 50aine d'années, taillé par des années passées dans la jungle. Ses mains calleuses serraient une corde, son visage buriné par le soleil semblait taillé dans le bois des arbres environnants. Il parlait peu, ses mots rares mais précis, et son regard, d'un gris profond, semblait fixer un point au-delà de l'horizon. Marc était leur guide, celui qui devait les conduire à travers les méandres du Pource, leur montrer les merveilles de l'Amazonie tout en les protégeant de ses dangers. Pourtant, il y avait dans son silence quelque chose d'inquiétant, une retenue qui suggérait qu'il connaissait des vérités qu'il préférait taire. Lorsqu'il salua les Dubois, son sourire était rassurant, mais ses yeux restaient distants, comme s'il gardait un secret. Claire, toujours attentive, sentit une boule se former dans sa gorge. Elle ajusta le chapeau de Léo, ses doigts tremblant légèrement, et posa des questions à Marc avec une insistance presque maternelle. « Est-ce sur ici ? Les animaux, les courants du fleuve, les gens, il n'y a rien à craindre, demanda-t-elle, sa voix trahissant une anxiété qu'elle tentait de masquer. Marc haussa les épaules, un sourire en coin éclairant son visage. La forêt ne fait de mal à personne, sauf à ceux qui se font du mal eux-mêmes, répondit-il, sa voix grave résonnant comme une énigme. Ces mots, prononcés avec une nonchalance étudiée, firent frissonner Claire. Était-ce une simple phrase de guide aguerri, ou une mise en garde voilée? Elle chercha du réconfort dans les yeux d'Antoine, mais son mari, fidèle à son rôle de roc familial, balaya ses inquiétudes d'un geste. Antoine, avec sa carrure solide et son assurance d'ingénieur, voulait croire que tout était sous contrôle. Il avait étudié les cartes, vérifié les provisions, calculé chaque détail du voyage. Pourtant, sous cette façade de confiance, une fissure se dessinait. Il sentait, sans pouvoir l'admettre, que l'Amazonie n'était pas un lieu qu'on pouvait maîtriser avec des plans et des outils. Il posa une main sur l'épaule de Claire, un sourire forcé aux lèvres. « Tout ira bien, murmura-t-il, mais ses mots sonnaient creux, comme s'il cherchait à se convaincre lui-même. Il voulait être le pilier de sa famille, celui qui repousse les doutes, mais une petite voix dans son esprit s'interrogeait, et s'il avait sous-estimé ce monde sauvage? Léo, lui, restait silencieux, ses yeux scrutant la lisière de la forêt. À 10 ans, il était sensible aux détails que les adultes ignoraient, le silence soudain des oiseaux, l'odeur humide de la terre, la façon dont les ombres semblaient danser entre les arbres. Il serra son carnet contre sa poitrine, où un dessin de jaguar prenait forme, et murmura à Claire, « Maman, la forêt est trop calme. » Ces mots, dits avec l'innocence d'un enfant, pesèrent lourd dans l'air. Claire lui caressa les cheveux, mais son cœur battait plus fort. Léo, avec sa sensibilité presque surnaturelle, semblait percevoir ce que ni elle ni Antoine ne voulaient voir, que l'Amazonie n'était pas seulement une forêt, mais un mystère vivant, un lieu où la vérité pouvait être un mensonge déguisé. Alors que le bateau s'éloignait du ponton, glissant sur les eaux du Pource, la famille Dubois se tenait unie, mais fragile. Ils avaient répondu à l'appel de l'aventure, mais une partie d'eux résistait encore, sentant que ce voyage pourrait les mener là où aucune carte ne pouvait les guider. Marc, à la barre, jetait des regards furtifs vers la forêt, comme s'il savait quelque chose que les Dubois ignoraient. Et dans l'ombre des arbres, quelque chose ou quelqu'un observait, attendant que la famille s'enfonce plus loin dans l'inconnu. Le Rio Pource s'étendait devant eux,
un ruban d'eau trouble qui serpentait à travers l'Amazonie, ses rives bordées d'une végétation dense où chaque feuille semblait murmurer un secret. À bord du petit bateau en bois, la famille Dubois Antoine, Claire et leur fils Léo glissaient lentement, portés par le courant et la promesse d'une aventure inoubliable. Mais l'atmosphère, bien que baignée de soleil, portait une lourdeur inexplicable, comme si la forêt observait, attendait, prête à engloutir ceux qui s'aventuraient trop loin. À la barre, Marc Lefebvre, leur guide, tenait la barre avec une assurance tranquille, ses gestes précis trahissant une familiarité profonde avec ce monde sauvage. Pourtant, dans son silence, dans la manière dont ses yeux évitaient parfois ceux des Dubois, il y avait quelque chose d'insaisissable, une vérité retenue qui flottait dans l'air comme une brume. Marc, un homme d'une cinquantaine d'années, avait le visage marqué par des années passées sous le soleil brûlant et dans l'ombre des arbres. Ses mains, calleuses et noueuses, semblaient faites du même bois que les troncs qui bordaient le fleuve. Il parlait peu, mais lorsqu'il s'exprimait, ses mots étaient choisis avec soin, comme s'il pesait chaque syllabe. À Claire, qui demandait comment naviguer dans la forêt, il expliqua calmement comment repérer les sentiers, éviter les zones marécageuses, et reconnaître les cris des oiseaux qui signalent un danger. À Antoine, il montra comment lire le courant du Pours, ses remous trompeurs. Mais c'était avec Léo, le garçon de 10 ans, que Marc semblait le plus à l'aise. Lorsque Léo, les yeux brillants de curiosité, lui demanda des histoires sur les animaux de la forêt, Marc esquissa un sourire rare, presque paternel. Les jaguars, dit-il, ils te regardent avant que tu les vois. Ils savent t'attendre. Ces mots, prononcés avec une gravité étrange, firent frissonner Claire, qui serra la main de son fils un peu plus fort. Mais ce fut une autre histoire, racontée presque à contre-cœur, qui changea l'atmosphère à bord. Léo, son carnet à la main, demanda à Marc s'il y avait des gens vivant seuls dans la forêt. Le guide hésita, son regard se perdant un instant dans les eaux sombres du fleuve. Puis, d'une voix basse, il parla de « l'homme sans nom », une figure mystérieuse, un ermite qui hantait la jungle, apparaissant parfois au détour d'un sentier, un vieux poste radio à la main. « Personne ne sait qui il est », murmura Marc, « ni pourquoi il est là. Certains disent qu'il parle à la forêt, d'autres qu'il fuit quelque chose. » Léo, fasciné, posa une autre question, « Est-ce qu'il aide les gens ?» Marc se tut, son visage soudain fermé, comme s'il regrettait d'avoir trop parlé. « La forêt, répondit-il enfin, elle décide qui aide et qui disparaît. » Ce silence soudain, cette réticence, planta une graine de doute dans l'esprit de Claire. Elle observa Marc, cherchant dans ses traits un indice, une fissure dans son masque d'assurance. Était-il simplement prudent, ou cachait-il quelque chose? Antoine, lui, semblait ne rien remarquer, occupé à vérifier les cordes du bateau, mais son assurance habituelle semblait fragile, comme s'il sentait, sans l'admettre, que leur guide savait plus qu'il ne le disait. Léo, quant à lui, continuait de dessiner dans son carnet, mais ses traits étaient plus lents, comme si les mots de Marc avaient éveillé en lui une peur qu'il ne comprenait pas encore. La forêt, tout autour, semblait écouter, ses ombres s'allongeant à mesure que le soleil déclinait. Marc Lefebvre était leur guide, leur boussole dans cet univers inconnu, mais il était aussi une énigme. Connaissait-il vraiment l'homme sans nom? Avait-il croisé cet ermite, entendu ses murmures à travers le grésillement d'un vieux radio? Ou y avait-il autre chose, une vérité plus sombre qu'il choisissait de taire? Alors que le bateau glissait plus loin sur le Pours, la famille Dubois s'enfonçait dans un monde où chaque mot, chaque silence, pouvait être un mensonge. La forêt les enveloppait, ses murmures devenant plus forts, comme un avertissement que seul Léo semblait entendre. Et dans l'ombre, quelque part, l'homme sans nom, attendait peut-être, une silhouette indistincte, prête à jouer un rôle que nul ne pouvait encore deviner. Le Rio Pours charriait ses eaux troubles sous un ciel d'un bleu éclatant, mais l'air semblait s'alourdir à mesure que la famille Dubois s'éloignait de la civilisation. À une trentaine de kilomètres de Manos, près d'une communauté indigène nichée au bord du fleuve, ils avaient décidé d'établir leur campement. Antoine, Claire et leur fils Léo, âgés de 10 ans, étaient animés par une excitation mêlée d'appréhension, comme s'ils pressentaient que ce pas dans l'inconnu marquerait un point de non-retour. La forêt amazonienne,
avec ses arbres immenses et ses murmures incessants, les enveloppaient comme un voile, à la fois majestueux et menaçant. Ils avaient répondu à l'appel de l'aventure, mais en posant le pied sur cette terre sauvage, ils franchissaient un seuil dont ils ne mesuraient pas encore la portée. La forêt les observait, et son silence pesait comme une promesse non dite. Antoine, avec la rigueur d'un ingénieur, plantait les piquets de la tente avec une précision méthodique, ses gestes assurés contrastant avec l'incertitude qui grandissait dans son cœur. Il voulait que ce voyage soit un souvenir inoubliable pour sa famille, un moment où ils pourraient se perdre dans la beauté de la nature et se retrouver les uns les autres. Claire, toujours vigilante, vérifiait les provisions, comptant les boîtes de conserve et les bouteilles d'eau, ses doigts s'attardant sur une lampe de poche comme pour conjurer l'obscurité à venir. Elle lançait des regards à Léo, qui, assis sur une souche, griffonnait dans son carnet un dessin d'un oiseau aux ailes déployées. Léo, avec sa sensibilité d'enfant, semblait absorbé par la forêt, ses yeux scrutant les ombres entre les arbres, comme s'il cherchait à déchiffrer un message que la nature gardait jalousement. « Regarde, maman, murmura-t-il, montrant son dessin, il y a des oiseaux qui chantent, mais pas ici. » Claire sourit faiblement, mais un frisson la traversa. La forêt était trop calme, comme si elle retenait son souffle. Marc Lefebvre, leur guide, les avait conduits jusqu'à ce point, son bateau glissant sans effort sur le Pource. Avant de partir, il leur avait donné des instructions claires, rester près du camp, ne pas s'aventurer trop loin, attendre son retour dans 3 jours. Son ton était rassurant, mais ses yeux évitaient ceux de Claire, comme s'il savait quelque chose qu'il ne pouvait partager. La forêt est généreuse, avait-il dit, mais elle ne pardonne pas l'imprudence. Puis, il était reparti, laissant les Dubois seuls face à l'immensité verte. Alors que le bruit du moteur s'évanouissait, un silence oppressant s'installa, brisé seulement par le bruissement des feuilles et le cri lointain d'un oiseau. Claire serra la main de Léo, et Antoine, levant les yeux de sa tante, sentit une ombre passer sur son cœur. Ils étaient seuls, à la merci d'un monde qu'ils ne comprenaient pas encore point et si vous êtes toujours avec nous à ce stade, laissez un, ici, ou dites simplement, toujours là, dans les commentaires nous les lisons tous. 3 jours plus tard, lorsque Marc revint, le bateau des Dubois était toujours là, échoué sur la rive, ses cordes flottant mollement dans l'eau. Mais la famille avait disparu. Sur le pont, un carnet trempé appartenant à Léo, ses pages gondolées par l'humidité, portait encore les traces d'un dessin inachevé, un jaguar à moitié esquissé. Une canne à pêche gisait, abandonnée, à côté d'une bouteille d'eau à moitié vide, comme si le temps s'était figé au moment où ils avaient quitté ce lieu. Aucun signe de lutte, aucun indice de violence, seulement un vide glaçant. Marc, debout sur le ponton, scruta la forêt, son visage impassible masquant une pensée qu'il ne partageait pas. La forêt avait-elle englouti les Dubois, comme elle l'avait fait avec tant d'autres? Ou quelqu'un, tapi dans l'ombre, les avait-il entraînés dans un piège dont ils ne pouvaient s'échapper? Ce moment marqua le début d'un mystère qui allait hanter ceux qui restaient. La disparition des Dubois n'était pas seulement une perte, c'était une énigme, un défi lancé à la vérité. La forêt, avec son silence implacable, semblait défier quiconque chercherait des réponses. Et pourtant, dans ce vide, dans les objets laissés derrière un carnet, une bouteille, une tente à moitié montée résonnait un cri muet, une demande de justice que personne n'avait encore entendue. Les Dubois avaient franchi le seuil de l'Amazonie, mais ce qu'ils y avaient trouvé restait enfermé dans l'ombre, un secret que la forêt refusait de livrer. Les jours qui suivirent la disparition des Dubois transformèrent l'Amazonie en un théâtre de désespoir et de mystère. Le Rio Pource, autrefois scintillant, semblait désormais figé dans un silence accusateur, tandis que des hélicoptères survolaient la canopée, leurs rotors déchirant l'air épais. Des équipes de volontaires, formées de locaux et d'étrangers, avançaient en ligne serrée à travers la jungle, leurs bottes s'enfonçant dans la boue, leurs voix criant « Antoine !» Claire. Léo, dans un écho qui se perdait parmi les arbres. Mais la forêt, impénétrable, restait muette, comme si elle avait scellé un pacte avec l'inconnu pour garder ses secrets. À des milliers de kilomètres de là, à Lyon, Étienne Dubois, le frère aîné d'Antoine, feuilletait les journaux dans un appartement silencieux, ses yeux rougis fixés sur les manchettes. Chaque mot qu'il lisait était une blessure,
mais il refusait de croire que son frère, sa belle-sœur et son neveu avaient disparu à jamais. Dans leur maison familiale, restée intacte, il caressait une lettre de Claire, retrouvée dans un tiroir, seulement nous trois, dans tout l'univers. Cette phrase, écrite d'une main tremblante, était devenue son encre, son refus de laisser l'oubli engloutir ceux qu'il aimait. À Manos, une nouvelle figure entra dans ce drame, Sophie Martin, une journaliste d'investigation venue de Paris. À 40 ans, Sophie n'était pas motivée par la gloire, mais par une quête obstinée de justice, un feu intérieur nourri par une perte personnelle qu'elle n'évoquait jamais. Ses cheveux tirés en arrière, son carnet toujours à la main, elle arpentait les villages riverains du Pours, posant des questions aux habitants avec une détermination qui intimidait. Elle interrogeait les pêcheurs, les artisans, les anciens, cherchant à comprendre ce qui avait pu arriver à la famille Dubois. Les réponses étaient vagues, évasives, souvent teintées de peur. Certains parlaient à voix basse d'un homme mystérieux, l'homme sans nom, une ombre qui rôdait dans la forêt, toujours accompagné d'un vieux poste radio grésillant. « Il ne parle à personne », murmura une vieille femme, ses doigts serrant un chapelet. « Il voit tout, mais il ne dit rien. » Ces mots firent frissonner Sophie. Était-ce un mythe, ou cet homme savait-il quelque chose sur le sort des Dubois? Les premiers indices découverts ne firent qu'épaissir le mystère. À l'endroit où le bateau des Dubois avait été retrouvé, échoué sur la rive, Sophie examina les objets abandonnés, un carnet de Léo, ses pages gorgées d'eau, où un dessin de jaguar se dissolvait dans l'humidité, une canne à pêche tordue, une bouteille d'eau à moitié vide. Rien n'indiquait une lutte, aucun signe de violence, seulement un vide qui semblait crier. Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Elle imaginait Léo, ce garçon de 10 ans, griffonnant dans son carnet, inconscient du danger qui guettait. Mais le danger venait-il de la forêt, ou d'autre chose? Quelqu'un, peut-être, qui avait choisi de se taire? Ses soupçons se tournèrent vers Marc Lefebvre, le guide qui avait conduit les Dubois jusqu'à ce campement fatal. Lorsqu'elle l'interrogea, Marc resta impassible, ses réponses laconiques. « J'ai fait ce que j'ai promis, » dit-il, évitant son regard. « Je les ai laissés en sécurité. » Mais Sophie n'était pas convaincue. Il y avait dans sa voix une retenue, une hésitation qui suggérait qu'il en savait plus qu'il ne le laissait entendre. Avait-il vu l'homme sans nom, ce jour-là? Avait-il croisé quelqu'un d'autre dans la forêt? Ou était-il lui-même impliqué dans une vérité qu'il refusait de révéler? Chaque question sans réponse était comme une pierre ajoutée au mur de mystère qui entourait la disparition des Dubois. À Lyon, Étienne continuait de s'accrocher à l'espoir, refusant de vendre la maison où les souvenirs d'Antoine, Claire et Léo vivaient encore. Il gardait la chambre de Léo intacte, avec son lit recouvert d'un drap bleu, comme un sanctuaire. Sophie, dans la jungle, poursuivait sa quête, chaque indice ou une chaussure, un fragment de tissu la rapprochant d'une vérité insaisissable. Mais la forêt, avec son silence oppressant, semblait se moquer d'eux. Et quelque part, dans ses profondeurs, l'homme sans nom, continuait d'errer, son radio à la main, gardien d'un secret que personne ne pouvait encore percer. 3 ans après la disparition des Dubois, en 2013, l'Amazonie semblait avoir refermé ses portes sur le mystère, ses arbres serrés comme des gardiens d'un secret impénétrable. Mais un jour, sous un ciel lourd de nuages, une équipe de chercheurs trébucha sur une découverte qui raviva l'énigme, un abri creusé à la main, à 30 km du Rio Pours, caché sous un enchevêtrement de racines et de feuilles mortes. C'était une cavité grossière, un refuge de fortune marqué par la détresse, comme une cicatrice dans la chair de la forêt. À l'intérieur, les chercheurs trouvèrent des indices glaçants, une paire de chaussures d'enfant, maculée de boue, appartenant à Léo, un vieux poste radio, son antenne tordue, muée comme une relique, et, sur les parois de terre, des marques de griffures, des traces d'ongles qui semblaient crier un combat pour la survie. La forêt, jusque-là silencieuse, venait de murmurer une vérité fragmentée, mais chaque réponse soulevait une question plus sombre. Léo, un garçon de 10 ans, avait-il creusé cet abri dans un élan désespéré? Était-il seul? Et qui, ou quoi, avait tenté de dissimuler cet endroit sous un manteau de végétation? Sophie Martin, la journaliste parisienne qui avait fait de cette affaire une quête personnelle, arriva sur les lieux avec une détermination farouche.
Ses pas résonnaient dans la boue, son carnet serré contre elle comme un talisman. Sophie n'était pas étrangère à la perte, des années plus tôt, un proche avait disparu dans des circonstances jamais élucidées, et cette douleur ancienne la poussait à chercher des réponses pour les Dubois. En examinant l'abri, elle sentit une vague de chagrin l'envahir. Elle imaginait Léo, ses petites mains griffant la terre, son souffle court dans l'obscurité, essayant peut-être d'appeler à l'aide avec ce radio brisé. Mais pourquoi était-il seul? Où étaient Antoine et Claire? Étaient-ils morts, ou avaient-ils été séparés de leur fils par une force inconnue? Chaque indice semblait dessiner une histoire d'abandon, mais aussi de lutte, comme si Léo avait refusé de se rendre à l'oubli. À Lyon, Étienne Dubois, le frère d'Antoine, vivait dans un purgatoire de souvenirs. Il refusait de vendre la maison familiale, où chaque objet, le lit de Léo avec son drap bleu, la pile de livres d'histoire de Claire était un lien avec ceux qu'il avait perdus. Lorsqu'il apprit la découverte de l'abri, son cœur oscilla entre espoir et désespoir. Était-ce possible que Léo ait survécu, ne serait-ce que quelques jours? Mais l'idée qu'un enfant de 10 ans ait été laissé seul dans cette jungle impitoyable le hantait. Étienne passait ses nuits à relire une lettre de Claire, ces mots simples, seulement nous trois, dans tout l'univers, devenant un mantra contre l'effacement. Il voulait croire en la justice, en une vérité qui rendrait un sens à cette perte, mais la forêt semblait se moquer de son espoir. Un autre indice, découvert dans les archives d'un villageois, ajouta une couche de mystère. Une photographie prise en 2010, juste avant la disparition, montrait une silhouette indistincte à la lisière de la forêt, un homme tenant un poste radio, le regard tourné vers les arbres plutôt que vers le bateau des Dubois. Sophie reconnut immédiatement, l'homme sans nom, cette figure énigmatique dont les habitants parlaient à voix basse. Qui était-il? Un témoin silencieux? Un complice d'un acte indicible? Ou simplement un fantôme de la jungle, un mythe né de la peur? Sophie sentit une colère monter en elle. Si cet homme savait quelque chose, pourquoi se taisait-il? Sa réticence était-elle une forme de tromperie, un refus de rendre justice à une famille disparue? Elle tenta d'interroger Marc Lefebvre, le guide, mais ses réponses restaient évasives, son regard fuyant. La forêt garde ses secrets, murmura-t-il, mais Sophie n'était pas dupe. Marc savait-il quelque chose sur cet homme mystérieux? Était-il lié à ce silence qui étouffait la vérité? L'abri, avec ses marques d'ongles et ses reliques, devint le cœur battant du mystère. Chaque trace laissée par Léo était un cri muet, un appel à ne pas être oublié. Mais la forêt, avec sa densité oppressante, semblait conspirer pour garder ses secrets. Sophie et Étienne, chacun de leur côté, se rapprochaient d'une vérité insaisissable, mais ils sentaient aussi le poids d'une tromperie plus vaste, celle d'un monde qui choisit l'oubli plutôt que la justice. Et dans l'ombre, l'homme sans nom, continuait d'errer, son silence plus éloquent que n'importe quelle parole. Sous le dôme vert de l'Amazonie, où la lumière peinait à percer les feuillages, Sophie Martin avançait avec une détermination farouche, ses pas lourds dans la boue collante. En 2013, 3 ans après la disparition des Dubois, elle s'enfonçait plus loin dans la jungle, guidée par une obsession qui la consumait. Chaque arbre, chaque liane semblait murmurer une vérité insaisissable, et la forêt, avec son silence oppressant, semblait défier quiconque osait chercher des réponses. Sophie, la journaliste parisienne, n'était pas là pour la gloire, mais pour une justice qu'elle croyait encore possible, même si chaque indice découvert semblait la narguer, comme des pièces d'un puzzle brisé. Dans l'abri creusé par des mains désespérées, elle avait trouvé des traces de Léo, une chaussure, un poste radio cassé, mais ces reliques ne faisaient qu'épaissir le mystère. Était-il possible que le garçon de 10 ans ait survécu seul? Ou quelqu'un d'autre avait-il orchestré ce drame, effaçant les traces de la vérité? Un jour, alors qu'elle explorait les environs de l'abri, à une trentaine de kilomètres du Rio Pource, Sophie trébucha sur un nouvel indice, un morceau de plastique déchiré, peut-être issu d'un sac de provisions, à moitié enfoui dans la terre. À quelques mètres, des empreintes fraîches trop grandes pour être celles d'un enfant marquaient le sol, comme si quelqu'un était passé récemment. Puis, sur le tronc d'un arbre noueux, elle aperçut une inscription gravée, elle dit. Était-ce un signe laissé par Léo, un cri muet pour signaler sa présence?
Ou était-ce une ruse, une tentative délibérée de brouiller les pistes? Sophie sentit son pouce accélérer. Elle fouilla dans ses archives et trouva une image satellite datant de 2011, révélant un sentier à peine visible reliant le bateau échoué des Dubois à cet abri. Ce chemin, presque effacé par la végétation, suggérait un déplacement intentionnel. Quelqu'un ou quelque chose avait conduit la famille jusqu'à cet endroit. Mais pourquoi? Et qui avait intérêt à ce que la vérité reste ensevelie? Sophie se tourna alors vers Marc Lefebvre, le guide qui avait abandonné les Dubois sur la rive du Pours. Lors d'une confrontation tendue dans un village poussiéreux, elle lui montra la photographie de 2010, celle où l'homme sans nom apparaissait à la lisière de la forêt, un poste radio à la main. « Vous le connaissiez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante de colère contenue. Marc, le visage fermé, haussa les épaules. « Ce n'est qu'un vagabond, un fou qui parle à la forêt, » répondit-il, mais ses yeux fuyaient les siens. Sophie insista, brandissant un témoignage d'un villageois affirmant que Marc avait parlé à cet homme étrange avant le voyage des Dubois. Marc se mura dans le silence, son regard durci par une émotion qu'elle ne pouvait déchiffrer. Était-il un complice, protégeant un secret? Ou simplement un homme rongé par la culpabilité, incapable d'admettre qu'il avait laissé une famille à la merci de la jungle? Chaque indice, le plastique, les empreintes, l'inscription, elle dit, était un fragment d'une vérité brisée, mais aucun ne révélait le sort d'Antoine, Claire et Léo. Sophie, seule dans sa chambre d'hôtel à Manos, sentait le poids de sa quête. Elle repensait à sa propre perte, à ce proche disparu dont elle n'avait jamais retrouvé la trace, et se demandait si la justice était vraiment possible dans un monde où les réponses se dérobaient. Si elle ne trouvait pas les corps des Dubois, si elle ne pouvait prouver ce qui leur était arrivé, quelle forme de justice restait-il? Peut-être, se dit-elle, la justice n'était pas dans la découverte d'un coupable, mais dans le refus de l'oubli. Garder la mémoire des Dubois vivante, c'était déjà une victoire contre le silence de la forêt. La forêt, elle, continuait de se taire, ses ombres s'épaississant à mesure que le soleil déclinait. L'homme sans nom, cette silhouette énigmatique, semblait hanter chaque recoin de l'enquête, son silence plus éloquent que n'importe quelle confession. Sophie savait que la vérité était là, quelque part, enfouie sous les racines ou cachée dans les mots non dits de ceux qui savaient. Mais à chaque pas, elle sentait la forêt resserrer son étreinte, comme si elle conspirait pour protéger ses secrets. Et dans ce combat pour la justice, elle se demandait si elle luttait contre la nature, ou contre une tromperie humaine bien plus profonde. Plus d'une décennie s'est écoulée depuis que la forêt amazonienne a englouti Antoine, Claire et leur petit Léo, laissant derrière elle un vide que ni le temps ni les recherches n'ont comblé. À Lyon, la maison des Dubois, autrefois un refuge de souvenirs, a été démolie, ses murs réduits à des gravats. Mais parmi les débris, une lettre de Claire a été retrouvée, ces mots simples griffonnés d'une main tremblante, seulement nous trois, dans tout l'univers. Ces mots, comme un écho, résonnent encore, rappelant que les Dubois ont aimé, rêvé, et lutté. Dans la jungle, à l'aube, le soleil perce les feuillages, illuminant un carnet abandonné où Léo avait écrit « Là où le bruit s'arrête ». Ces traces ou une paire de chaussures, un poste radio brisé, une inscription gravée ne sont pas seulement des objets, elles sont les vestiges d'une famille qui a refusé de se rendre au silence. La forêt garde ses secrets, mais elle ne peut effacer leur existence. À Paris, Sophie Martin, la journaliste qui a poursuivi cette quête, classe ses dossiers dans une bibliothèque silencieuse, son regard hanté par une vérité inachevée. Elle n'a pas trouvé les corps des Dubois, mais elle a découvert une vérité plus profonde, la tromperie réside souvent dans le silence, et la justice, parfois, n'est que mémoire. À Lyon, Étienne, le frère d'Antoine, dépose une fleur devant une photo de Léo, un geste simple pour défier l'oubli. Leur histoire n'a pas de fin, mais elle nous interpelle, garder leur nom vivant, c'est déjà une forme de justice. Partagez cette histoire, pour qu'Antoine, Claire et Léo ne soient jamais engloutis par l'Amazonie. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour explorer d'autres mystères, où la vérité lutte pour émerger du silence. Si vous pensez que ces histoires méritent de l'attention, pas de la pitié, de la sensibilisation, pas de l'exploitation, alors aidez-nous à les raconter avec dignité.